Tout le monde a entendu la légende du garage de Smokey Yunick. Les gens l'imaginaient comme une forteresse scellée, où les moteurs hors la loi, les plans secrets et les machines révolutionnaires étaient cachés, parce qu'ils étaient censés être trop avancés, trop controversés ou trop dangereux pour que NASCAR et Detroit les acceptent. La vérité cependant s'est avérée bien plus convaincante que les mythes qui s'étaient développés autour d'elle. Lorsque Smokey Yunick est décédé des suites d'une leucémie le 9 mai 2001, les portes de son légendaire atelier de Daytona Beach se sont finalement ouvertes, et ce que les gens ont découvert n'était pas un coffre-fort oublié de conspiration, mais la remarquable histoire de la vie de l'un des esprits mécaniques les plus brillants que le sport automobile américain ait jamais connu. Au lieu de mystérieux agents gouvernementaux ou d'enquêteurs confidentiels, cataloguant discrètement des inventions cachées, le bâtiment a accueilli des centaines de fans de course ordinaire lors d'un vide-grenier public comme rien de ce que le monde du sport d'automobile n'avait jamais vu. Les visiteurs sont venus d'États aussi éloignés que le Maine, l'Oregon, le Texas, et au-delà dans l'espoir de rapporter chez eux-mêmes le plus petit morceau d'histoire de l'atelier que Smokey a fièrement appelé le meilleur putain de garage de la ville. Chaque personne qui franchissait ses portes comprenait qu'elle entrait dans un endroit où des décennies d'innovation en matière de courses d'expérimentation incessantes et d'ingénierie intrépide s'étaient déroulées derrière des établis recouverts de graisse et de copeaux de métal. L'atmosphère ressemblait moins à une vente qu'à une promenade à travers les pages de l'histoire des courses elles-mêmes. Smokey Yunick était décédé à l'âge de 77 ans, après une longue et difficile lutte contre la leucémie, laissant derrière lui un héritage qui ne pourrait jamais être mesuré simplement par des victoires en course ou des trophées de championnat. Bien avant son décès, le célèbre garage était déjà resté silencieux. Après l'avoir ouvert en 1947 et avoir passé 40 ans à le transformer en l'un des ateliers les plus respectés et controversés des courses américaines. Smokey a fermé les portes en 1987, déclarant qu'il n'y avait tout simplement plus de bons mécaniciens. Que les gens soient d'accord ou non avec cette opinion, elle reflète parfaitement les normes intransigeantes qui ont défini toute sa carrière. Pendant des années, après la fermeture du magasin, très peu de choses ont changé à l'intérieur du bâtiment. La poussière s'est lentement déposée sur les boîtes à outils, les blocs moteurs, les établis et les notes manuscrites exactement là où Smokey les avait laissées. Le temps lui-même semblait figé à l'intérieur de ces murs, préservant non seulement l'équipement, mais aussi l'environnement quotidien où étaient nées certaines des idées mécaniques les plus audacieuses de la course. Lorsque sa famille a finalement commencé à tout trier après sa mort, elle découvrait des décennies d'histoire, une étagère, un tiroir et un projet oublié à la fois. Ceux qui s'attendaient à un laboratoire secret rempli de technologies gouvernementales cachées ont rapidement découvert quelque chose de bien plus authentique. Le garage ressemblait exactement à l'atelier d'un artisan qui avait passé sa vie à résoudre de ses propres mains des problèmes d'ingénierie impossibles. Rien ne semblait mis en scène ou raffiné pour être exposé au public. Chaque tache d'huile sur le sol, chaque clé rayée, chaque pile de pièces reflétait des années de travail constant plutôt qu'une présentation de qualité muséale, rendant l'expérience encore plus authentique pour les fans qui ont visité. Lors de Speedweeks, en février 2002, la veuve de Smokey, Margie Yunick, a ouvert au public presque tout ce qui se trouvait à l'intérieur du garage. Les visiteurs pouvaient acheter de simples marteaux de carrosserie à 5 $ posés à côté de boîtes à 20 $, débordant de composants de voitures de course usagées. Les enjoliveurs étaient appuyés contre des étagères remplies de systèmes d'échappement, tandis que les vieilles enseignes des concessionnaires, les manuels décolorés, les outils de mesure spécialisés, les notes manuscrites et la machine à écrire. Manuel bien usé de Smokey rappelait à tous que la grandeur se construit souvent à l'aide d'objets étonnamment ordinaires. Pourtant, parmi ces objets du quotidien se trouvaient des machines qui faisaient allusion à des idées des décennies en avance sur leur temps. L'une des pièces dont on a le plus parlé était un moteur expérimental construit à la main et porteur d'une promesse extraordinaire. Selon sa description, le moteur était capable de délivrer une vitesse étonnante de 80 miles par gallon tout en conservant des performances pratiques. Son prix demandé de 20 000 $ reflétait bien plus que la valeur de ses composants métalliques. Les acheteurs ont compris qu'ils examinaient un élément physique de la philosophie d'ingénierie de Smokey, un élément qui remettait en question les limites acceptées et remettait en question les hypothèses que l'industrie automobile considérait comme établies depuis des générations. Margie Yunick a décrit la vente avec une phrase qui reflète parfaitement le caractère du garage lui-même. « Nous sommes comme une casse, mais une casse de première classe », a-t-elle remarqué avec un sourire.
Derrière ces simples mots se cache une vérité plus profonde. Pour un œil non averti, le bâtiment semblait encombré d'outils usés et d'équipements oubliés. Mais pour les mécaniciens, les coureurs et les ingénieurs, chaque étagère représentait des décennies de connaissances, d'expérience et de créativité accumulées qui ne pouvaient tout simplement pas être remplacées. Elle a également expliqué que c'était exactement ce que Smokey lui-même aurait voulu. Plutôt que de laisser l'œuvre de sa vie rester intacte derrière une vitre de musée ou disparaître dans des collections privées appartenant à de riches investisseurs, il souhaitait que les outils, les moteurs et les pièces continuent à vivre une vie utile, qu'ils aient trouvé de nouvelles maisons dans des ateliers des garages ou des collections personnelles. Smokey pensait qu'il devait continuer à inspirer les gens qui appréciaient véritablement l'artisanat plutôt que de devenir des artefacts sans vie admirés uniquement derrière des cordes de velours. Cette philosophie était parfaitement logique pour un homme dont la carrière avait été construite autour du sauvetage de machines oubliées et de leur donner une nouvelle utilité. Smokey n'a jamais considéré les équipements mécaniques comme des objets sacrés qui ne devraient pas être touchés. Pour lui, chaque moteur, chaque carburateur, chaque clé et chaque composant expérimental existait pour résoudre des problèmes, améliorer les performances et faire avancer l'ingénierie. Selon sa famille, il se souciait bien plus de la poursuite de l'innovation que de la préservation de sa réputation personnelle ou de la création de monuments à sa mémoire. Le produit de la vente était destiné à soutenir une fondation dédiée à la promotion de l'innovation dans le sport d'automobile, garantissant que la passion de Smokey pour l'expérimentation continue d'encourager les générations futures de constructeurs et d'ingénieurs. Plutôt que de permettre à son atelier de devenir rien de plus qu'une attraction touristique nostalgique, la famille espérait que la vente contribuerait à inspirer la même curiosité intrépide qui avait défini la remarquable carrière de Smokey. Même après son décès, son travail a continué à aider les autres à penser différemment la technologie des courses. Sa fille Trish Unique Brown a déclaré plus tard que même si des milliers de personnes voulaient les objets physiques que son père avait laissés derrière elle, elle pensait avoir hérité de quelque chose de bien plus précieux. Elle a expliqué que les plus grands trésors n'étaient pas les moteurs ou les outils, mais les innombrables histoires, leçons, conversations et souvenirs qu'aucune vente aux enchères ne pourrait jamais vendre. Ces expériences personnelles représentaient le véritable héritage d'un homme dont l'imagination s'était toujours étendue bien au-delà des machines qu'il avait construites. Chris Brown, le gendre de Smokey, a proposé une autre description qui a immédiatement trouvé un écho auprès de générations de fans de courses automobiles. Il a affectueusement qualifié Smokey de « tricheur le plus fou de NASCAR », bien que l'expression n'ait jamais été conçue comme une critique. Au lieu de cela, il a célébré la capacité inégalée de Smokey à découvrir les zones grises juridiques dans les règlements des courses, obligeant les officiels à réécrire les règles encore et encore simplement, pour suivre son créativité implacable. Son génie a mis les institutions au défi d'évoluer, non pas par la malhonnêteté, mais par l'innovation qui dépassait constamment la pensée conventionnelle. La réalité entourant le garage n'aurait guère pu contraster plus fortement avec les légendes qui l'entouraient depuis des décennies. Il n'y a pas eu de raid secret à minuit, pas de confiscation cachée par le gouvernement et pas de disparition mystérieuse de technologies révolutionnaires. Au lieu de cela, des fans ordinaires franchissaient les mêmes portes où Smokey avait passé d'innombrables nuits à travailler, achetant des outils quotidiens, ainsi que des inventions extraordinaires qui représentaient certains des concepts d'ingénierie les plus audacieux du XXe siècle. Cette ouverture a rendu la vérité bien plus significative que n'importe quelle théorie du complot ne le pourrait jamais. Même après que la propriété ait finalement été vendue en 2003 et que la structure restante a été détruite par un incendie, le 25 avril 2011, le véritable héritage de Smokey avait déjà échappé à ses murs pour toujours. Ses outils moteurs, pleins de notes, manuscrites et innombrables idées mécaniques s'étaient répandus dans des ateliers privés, des collections de courses, des garages de restauration et des musées à travers l'Amérique. Bien que le célèbre bâtiment ait disparu, son influence a continué à vivre à travers chaque personne inspirée par les remarquables machines qui y avaient été créées autrefois. Parmi les innombrables marteaux enjoliveurs et équipements d'ateliers ordinaires, se trouvèrent des moteurs qui représentaient quelque chose de complètement différent. L'un revendiquait 80 miles par gallon, tandis que d'autres incarnaient des concepts expérimentaux si ambitieux que même les plus grands ingénieurs de Détroit les avaient étudiés avant de finalement décider de ne pas poursuivre la production. Ces machines survivantes ont démontré que l'imagination de Smokey avait toujours fonctionné des années et parfois des décennies en avance sur la pensée automobile dominante, repoussant les limites de l'ingénierie acceptée bien avant que l'industrie ne soit prête à les adopter. Les survivants les plus fascinants
étaient centrés sur ce qui est devenu connu sous le nom de programme de moteur Hot Vapor Cycle. Alors que les constructeurs automobiles modernes s'appuyaient de plus en plus sur des ordinateurs électroniques sophistiqués pour contrôler le débit de carburant et les performances du moteur Smoky a suivi une voie radicalement différente. En commençant par un moteur 4 cylindres Pontiac Fiero Iron Duke modifié de 2,5 litres, il a réinventé presque tous les aspects de la combustion à la recherche de gains d'efficacité que l'ingénierie conventionnelle considérait comme impossibles sans sacrifier la puissance. Locomoteur Iron Duke d'origine produisait environ 90 chevaux, tout en délivrant environ 35 000 d'autoroute par gallon. La version radicalement modifiée de Smoky a transformé ses personnages au-delà de toute reconnaissance. Les rapports indiquaient que son moteur expérimental générait près de 250 chevaux, avec environ 250 livres-pieds de couple, réduisant le temps de 0 à 60 du véhicule à environ 6 secondes et demie, tout en atteignant simultanément une étonnante 51 miles par gallon en utilisant de l'essence ordinaire à 93 octanes. Ces chiffres remettent en question presque toutes les hypothèses acceptées sur la relation entre l'économie de carburant et les performances. Sa réalisation reposait sur un principe connu techniquement sous le nom de combustion adiabatique, même si l'idée sous-jacente était étonnamment élégante. Au lieu de refroidir l'air entrant et le mélange de carburant comme les moteurs conventionnels, Smoky a délibérément capturé la chaleur perdue du système d'échappement et du liquide de refroidissement du moteur en utilisant cette énergie autrement rejetée pour vaporiser complètement le carburant avant que la combustion ne se produise. En recyclant la chaleur plutôt qu'en la rejetant, il a fondamentalement modifié l'efficacité avec laquelle le moteur pouvait extraire l'énergie utilisable de chaque goutte d'essence. Le mélange vaporisé traversait une turbine entraînée par les gaz d'échappement appelés homogénéisateurs montés sous le carburateur avant de traverser des collecteurs d'admission spécialement enveloppés qui élevaient les températures au-delà de 450 degrés Fahrenheit. Dans ces conditions soigneusement contrôlées, le carburant s'est presque complètement vaporisé, permettant au moteur de fonctionner avec un rapport air-carburant exceptionnellement pauvre, dépassant 20 pour 1. Ce niveau extraordinaire d'efficacité de combustion délivrait une puissance remarquable, tout en réduisant considérablement la consommation de carburant, ce que de nombreux experts croyaient auparavant impossible en utilisant uniquement la technologie du carburateur. Ce qui est peut-être encore plus remarquable, c'est que les ingénieurs de Détroit et les fabricants d'équipements d'origine auraient vérifié bon nombre de ces performances extraordinaires au cours d'évaluations indépendantes. Selon les témoignages des personnes impliquées, le moteur a non seulement démontré une puissance et une économie de carburant impressionnantes, mais a également satisfait aux normes d'émissions strictes établies dans les années 1980, le tout sans recourir à des systèmes de gestion informatisés du moteur. De tels résultats suggèrent que Smoky avait découvert des possibilités d'ingénierie que les fabricants traditionnels ne pouvaient pas ou ne voulaient pas pleinement exploiter. La base du concept Hot Vapor remontait, en fait, à des décennies grâce à la collaboration de Smoky avec Ralph Johnson, un expert en carburateur Holley et un technicien en dynamomètre de General Motors. Travaillant ensemble tout au long des années 1950, les deux hommes ont exploré les moyens de dépasser les limites de détonation traditionnelles tout en maintenant une combustion contrôlée dans des conditions de fonctionnement extrêmement pauvres. En gérant soigneusement les températures d'échappement approchant environ 250 degrés Fahrenheit, ils ont développé des techniques d'étalonnage capables de produire une efficacité étonnante sans détruire la fiabilité du moteur dans des conditions de test contrôlées. Johnson a ensuite résumé leur philosophie, avec une citation qui rend parfaitement compte de la nature extraordinaire du projet. En réfléchissant à leurs expériences de mélange pauvre, il a fait remarquer que le moteur n'a jamais fonctionné aussi bien qu'il le faisait juste avant de lâcher prise. Ces paroles illustrent à la fois les performances époustouflantes qu'ils ont atteintes et les marges d'ingénierie minimes qu'ils ont constamment explorées, tout en recherchant une plus grande efficacité. Chaque avancée a poussé la conception des moteurs conventionnels vers des limites que peu d'autres osaient approcher. Au fil du temps, Smoky et ses collaborateurs ont produit plusieurs prototypes Hot Vapor, au-delà de la célèbre configuration Pontiac. Des versions expérimentales sont apparues sur les plateformes Buick à 3 cylindres, les véhicules Ford et les voitures d'essai Dodge Omni, chacune délivrant plus de 45 miles par gallon, tout en produisant près de 2 chevaux pour chaque pouce cube de cylindrée du moteur. Ces chiffres restaient étonnants non seulement pour leur époque,
mais même par rapport à de nombreuses normes de performance modernes, renforçant la conviction que Smoky avait découvert des concepts méritant bien plus d'attention. Plusieurs opportunités se sont présentées qui auraient pu amener la technologie à une production commerciale. Les projets impliquant une camionnette S10 et les discussions sur les licences avec Crane Cams ont suggéré un véritable intérêt de l'industrie à différents moments. Pourtant, malgré des démonstrations prometteuses, le programme s'est progressivement effondré sous les préoccupations liées à la durabilité à long terme, à la complexité de la fabrication aux frais juridiques, aux risques commerciaux et à l'état d'esprit familier du « pas inventé ici » qui décourage souvent les entreprises d'adopter des idées révolutionnaires développées en dehors de leurs propres organisations. Le rêve de production s'est finalement évanoui, mais les moteurs eux-mêmes ont survécu, preuve durable de l'extraordinaire volonté de Smoky Unique de défier les limites techniques acceptées. Sa file triche en a conservé 4. Le passionné Tony Allers a finalement acquis les exemplaires en marche et a construit une réplique Fiero à conduite quotidienne magnifiquement restaurée à partir de la transmission d'origine récupérée, la conduisant pendant des années. À Noël 2009, Allers a fait don de ce véhicule au musée des courses de dragster de Don Garlett, où il est exposé, tandis qu'une autre unité serait au Smithsonian. Sion 4 cylindres à carburateur de 2,5 litres pouvait atteindre 250 chevaux et 51 miles par gallon dans les années 1980 tout en respectant les émissions. Pourquoi Détroit a-t-il laissé le syndrome « Not Invented Here » le tuer? Les moteurs à vapeur chaude étaient les joyaux de la couronne qui lui ont survécu sous forme physique. Mais Smoky ne s'était pas arrêté à une seule percée. Il a déposé des brevets couvrant le conditionnement du carburant, les systèmes d'huile, les essais de moteur et même une barrière de sécurité, documentant des idées que le monde de la course automobile a souvent rejetées jusqu'à des années plus tard. Si les prototypes montraient ce qu'il avait construit en secret, la liste des brevets révélait à quel point il essayait systématiquement de faire avancer l'industrie. Que couvraient exactement ces brevets et lesquels des trois semblait-il le plus intéressé, les brevets et les idées qu'ils ont essayé d'enterrer? Tandis que les secrets des vapeurs chaudes allaient en partie dans la tombe, le bureau des brevets détenait la trace écrite de tout ce que Smoky refusait de laisser mourir tranquillement. Les brevets sont essentiellement une preuve légale de la naissance d'une idée et les archives de l'Office des brevets et des marques des États-Unis confirment qu'il en a obtenu au moins 9 entre 1978 et 1996. Ils montrent un homme essayant activement de résoudre des problèmes bien avant que l'establishment ne soit prêt à accepter ses réponses. Ses recherches sur les moteurs à vapeur chaude ont produit un ensemble de ces documents prouvant que ces tests en garage étaient étayés par des schémas techniques sérieux. Entre 1981 et 1988, il a obtenu plusieurs brevets. Ceux-ci couvraient l'appareil exact, les méthodes de fonctionnement et les systèmes de conditionnement du carburant pour les moteurs à combustion interne qui alimentèrent le Fiero. Ces brevets sont entrés dans le domaine public vers 2003 afin que la technologie puisse être étudiée librement. Il a également déposé le brevet 4068635 pour un évent de pression en 1978. Le brevet 5246046 pour un système de vidange d'huile en 1991 et le brevet 5115712 pour des méthodes d'essai de moteur en 1984. Mais ses batailles les plus frustrantes avec les organismes de sanctions tournaient autour de la sécurité et de l'aérodynamique. En 1961, il a développé des vérins pneumatiques pour soulever instantanément les stock cars lors des arrêts au stand, mais NASCAR les a rejetés comme inappropriés pour la série. L'année suivante, il a monté une aile massive sur le moteur du Vista Special Watson Roadster de Jim Ratman, de Simeone, pour l'Indy 500. Cela générait un appui aérodynamique sans précédent et une vitesse de virage brillante, mais cela créait trop de traînées dans les lignes droites et l'Autoclub des États-Unis l'a quand même rapidement interdit. Des décennies plus tard, les ailes sont devenues un équipement standard et obligatoire dans les courses Can-Am Formule 1 et IndyCar. La surétardée le plus sombre concernait les barrières de sécurité. Au début des années 1980, bien avant l'existence de la barrière moderne plus sûre, Smoky a conçu un concept primitif de parois souples utilisant de vieux pneus pris en sandwich entre de lourdes feuilles de contreplaqué pour absorber les impacts. NASCAR ne l'a pas adopté à l'époque, laissant les pilotes avec de solides murs en béton. Il a finalement formalisé ses recherches sur la sécurité dans le brevet 5645368 en 1996, détaillant spécifiquement une piste de course dotée d'une nouvelle barrière de sécurité. Combien de vies auraient pu être sauvées si NASCAR avait adopté le concept de barrière à parois de pneus de Smoky au début des années 1980,
au lieu d'attendre des décennies pour des barrières plus sûres. Les brevets et les équipements de sécurité rejetés ont montré la tendance. Smoky a résolu des problèmes pour lesquels les règles et l'établissement n'étaient pas prêts. Cela n'était nulle part plus clair que dans les voitures qui ont forcé NASCAR à inventer des modèles. La légendaire Chevelle à l'échelle 7/8e n'était pas un jouet rétréci. C'était quelque chose de plus subtil et de plus efficace qui réécrivait encore le carnet d'inspection. Mais qu'est-ce que les mesures et les propres écrits de Smoky ont réellement révélé sur ces Chevelles à la Chevelle qui a forcé les gabarits? La photo qui circule encore de Smoky à côté de sa Chevelle, avec le sourire tordu et le cigare, est généralement sous-titré comme la voiture à l'échelle 7/8e qui a poussé NASCAR à réécrire les règles. Sauf que la partie modèle réduit est le seul mythe que les mesures détruisent. Une voiture littérale à l'échelle 7/8 aurait été près de 10 pouces plus étroite, plus de 2 pieds plus courte et assise sur un empattement de 100 pouces. Cela aurait été évident pour quiconque serait passé devant dans le garage. Au lieu de cela, la vérité concernait 3 Chevelles de 1966, souvent appelées à tort modèle 1967. La fondation comprenait un travail de développement sérieux de la part de l'ingénierie Chevrolet, suivi d'une finition méticuleuse par Smoky. Les véritables modifications étaient de brillants changements de flèches. Il a déplacé la carrosserie d'environ 2 pouces vers l'arrière sur le châssis pour améliorer la répartition du poids. Il a lissé et surélevé le plancher pour gérer le flux d'air en dessous, a abaissé subtilement le toit et les fenêtres, a rabattu le pare-brise et a modifié les ailes et les gouttières. Il a même sectionné le pare-choc avant le rendant plus haut pour servir de béquet aérodynamique. La tôle est restée en grande partie d'origine, mais la géométrie a été sculptée pour couper l'air. À des vitesses supérieures à 180 miles par heure. Ces minuscules changements aérodynamiques font une énorme différence. Lorsque les inspecteurs de NASCAR ont réalisé que quelque chose n'allait pas, ils ont essayé de créer leur premier modèle en utilisant comme modèle une Chevelle accidentée conduite par Bobby Jones. Cela a causé d'immenses problèmes lors de l'inspection et a finalement forcé NASCAR à imposer des modèles standardisés de toit de capot et de coffre pour l'ensemble du domaine. L'ingénierie a parfaitement fonctionné. Au volant de l'une des versions, Curtis Turner est devenu le premier pilote à se qualifier à plus de 180 milles à l'heure à Daytona. Smoky lui-même a explicitement nié la rumeur d'un modèle réduit pur dans un article du magazine Circle Track, dès 1987, et plus tard dans son autobiographie, expliquant que ces modifications étaient beaucoup plus calculées. Cela correspondait à son modèle plus large de vie dans les zones grises du livre de règles. Il a exploité les limites de capacité de carburant en utilisant des bobines de 11 pieds de tube de 2 pouces pour sa conduite de carburant, ce qui a ajouté environ 5 gallons supplémentaires au volume total de carburant de la voiture. Il existe d'innombrables légendes de voitures avec un châssis décalé et des réservoirs vides après les inspections. Comme Smoky, elle a écrit plus tard à propos de ses tactiques, il pensait que tous ces autres gars trichaient 10 fois plus que nous, donc c'était juste de la légitime défense. Les Chevelles et les tactiques de la zone grise étaient la preuve publique de la pensée du garage privé, mais la chose la plus personnelle laissée derrière n'était pas une voiture ou un brevet. C'était la propre voix de Smoky sur plus d'1 millier de pages. La famille a publié l'autobiographie qu'il a achevée au fil du temps, révélant un homme qui se sentait triomphant et exilé. Qu'ont révélé ces pages sur la tragédie de Fireball Roberts qu'il a chassé de NASCAR l'autobiographie. Tandis que les fans emportaient des marteaux et que les prototypes partaient dans de nouvelles maisons ou dans des musées, Smoky a laissé le récit le plus complet de son esprit dans le livre qu'il a terminé, alors que la leucémie se rapprochait. Ces 100 pages ne sont pas quelque chose qu'aucune vidéo concurrente ne considère comme un véritable journal trouvé dans le garage. Intitulé « Best Damn Garage in Town », il est sorti sous forme de coffret en 3 volumes, auto-publié à titre posthume vers 2001 par Carbon Press et sa famille. L'ensemble comprenait plus de 400 photographies et était divisé en volumes couvrant sa vie, les courses de stock car, ainsi que ses participations et inventions à l'Indy 500. John DeLorean a même raconté le livre audio. Cela sert de voix brute authentique qui remplace entièrement les lettres fictives non envoyées, souvent inventées par les conteurs modernes. Les pages détaillent la profonde tragédie qui l'a poussé à quitter les courses de stock car. En 1900, son ami proche, Fireball Roberts, s'est écrasé et a brûlé à Charlotte, mourant 40 jours plus tard des suites de ses blessures. Cette perte a poussé Smoky à lancer une campagne de sécurité agressive. Lorsque ses propositions pour des piles à combustible plus sûres furent rejetées à plusieurs reprises par le fondateur de NASCAR, Bill France Sr., Smoky quitta officiellement l'organisation vers 1970.
L'autobiographie aborde également son service militaire, mettant en lumière un conflit fascinant entre la mémoire et les documents officiels. Smokey a affirmé avoir effectué plus de 50 missions à bord d'un bombardier B-17, mais les archives nationales montrent qu'il a été enrôlé en 1983 comme soudeur et qu'il a été en service actif de 1944 à 1946. Cependant, l'armée a vérifié qu'il avait atteint le grade de sous-lieutenant et obtenu une médaille de l'air, alors qu'il servait dans la 15e force aérienne, prouvant que son service documenté était toujours hautement décoré. Son record de course vérifié était également indéniable. Il a remporté 57 victoires en Cup Series, remporté 2 championnats en tant que propriétaire et chef d'équipe, et remporté une victoire à l'Indy 500 en 1960 en tant que maître mécanicien. Il fut également le premier propriétaire à remporter 2 Daytona 500 en 1961 et 1962. En fin de compte, il a été intronisé dans plus de 30 temples de la renommée, y compris la classe inaugurale du Temple de la renommée du sport automobile international en 1990 et du Temple de la renommée du sport automobile d'Amérique en 2000. Si la mort de Fireball Roberts en 1964 a poussé Smokey dans une croisade pour la sécurité que le propriétaire de NASCAR a bloquée à plusieurs reprises. Cela change-t-il la façon dont vous lisez chaque histoire de hors-la-loi ultérieure à son sujet? Le livre, les brevets, les moteurs survivants et la vente publique forment ensemble le véritable inventaire. Mais le dernier chapitre du garage lui-même est doux amer. La propriété a été vendue en 2003 selon le plan successoral. La plupart des bâtiments ont été soigneusement démolis et la dernière structure restante a été détruite par un incendie le 25 avril 2011. Ce qui perdure, ce n'est pas le bâtiment physique, mais la fondation financée par la vente, les machines survivantes et la preuve indéniable qu'un esprit obstiné a gardé le sport honnête en le dépassant constamment. Comment le monde des courses automobiles devrait-il se souvenir de l'homme dont les restes ont encore surpassé les légendes Fondation Machines et Règles qu'il a réécrites? Lorsque le dernier bâtiment de l'ancien garage a brûlé le 25 avril 2011, le meilleur garage de la ville avait disparu, mais tout ce qui comptait avait déjà échappé. Suivant les souhaits spécifiques de Smokey, le contenu de sa célèbre boutique a été vendu ou mis aux enchères lors d'un événement public massif en 2002. Les bénéfices ont servi à financer une fondation dédiée au soutien des innovations dans le sport automobile. Il a délibérément choisi cette voie parce qu'il ne voulait pas que sa famille ait à gérer des archives coûteuses, ni parce qu'il ne voulait pas que son héritage soit contrôlé par des high rollers finançant un musée privé. La propriété elle-même a été vendue en 2003 et la plupart des bâtiments d'origine ont finalement été rasés avant que le dernier incendie ne détruise la dernière structure restante vers 19h, ce soir d'avril. Mais les œuvres les plus importantes de sa vie ont survécu dans le monde entier. Tony Haller dirige Hot Vapor Fiero et se trouve toujours au musée des courses de dragster de Don Garlett. Il a été offert par Haller à Noël 2009, ce qui est tout à fait approprié puisque Smokey a un jour cité les premières difficultés de Garlett dans son musée comme raison pour éviter de construire le sien. Sa famille stocke encore 4 prototypes de moteurs. Un collectionneur détient la Hot Vapor Dodge Horizon, accompagné d'un acte de vente signé, tandis qu'Allers conserve les outils de garage d'origine et même une porte de magasin. Un autre prototype de moteur serait prêté à long terme à la Smithsonian Institution. Sa présence reste largement documentée dans plus de 30 temples de la renommée du sport automobile. Les chapeaux, les pipes et les équipements de garage d'origine sont solidement exposés dans des vitrines à travers le pays. Mais ses monuments les plus permanents sont les règles qu'il a forcé le sport à réécrire. Chaque modèle de carrosserie standardisé dans la NASCAR moderne trouve ses racines dans cette chevelle légèrement décalée. Les ailes aérodynamiques et les vérins pneumatiques qu'il a lancés des décennies avant qu'ils ne soient populaires sont désormais des normes obligatoires dans d'autres grandes séries de courses. Même son concept rudimentaire de sécurité des parois de pneus a jeté les bases intellectuelles des barrières modernes plus sûres qui sauvent la vie des conducteurs d'aujourd'hui. Et ces brevets Hot Vapor, désormais dans le domaine public, continuent d'être étudiés par des ingénieurs essayant de maximiser l'efficacité thermique. Le véritable inventaire qu'ils ont trouvé après sa mort est infiniment plus impressionnant que le drame fictif du coffre-fort créé pour les clics en ligne. Sachant que le Hot Vapor Fiero est toujours exposé que ses numéros d'origine et que les brevets sont dans le domaine public, quelle partie de l'affaire inachevée de Smokey souhaiteriez-vous le plus que l'industrie termine? Le garage a disparu. Les mythes ne cessent de croître. Mais les preuves qui ont disparu en 2002, y compris les reçus de vente, les prototypes en cours d'exécution, les numéros de brevets,
Le livre de 100 pages et les pages du livre de règles qu'il a forcé à réécrire ne laissent aucun doute sur l'identité réelle de Smokey O'Nock. Ce qu'ils ont trouvé dans le garage de Smokey O'Nock après sa mort a laissé tout le monde sans voix. Non pas à cause des secrets hollywoodiens, mais parce que les moteurs Hot Vapor de 250 chevaux et 51 miles par gallon, les brevets publics et son autobiographie de 100 pages ont prouvé qu'il avait raison depuis le début. Quelle preuve donne de l'ampleur à sa légende selon vous?